On passe maintenant à la semaine dans le monde allégé pour l'été. Avec moi pour commenter l'actualité cette semaine, Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express. Merci d'être avec moi. Et Ana Navarro Pedro, correspondante du magazine portugais Visao à Paris. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ensemble, on va parler de la mauvaise passe que traverse Donald Trump depuis son investiture à la présidentielle américaine. Mais avant cela, on va parler des Jeux Olympiques de Rio qui s'ouvrent dans un contexte difficile au Brésil. On en a beaucoup parlé sur France 24. Le président par intérim, Michel Temer, le 30 juillet dernier, disait que ces Jeux Olympiques, c'était une occasion pour le Brésil de fraterniser, de se réconcilier. On a bien vu sur les images du passage de la flamme dans Rio de Janeiro que c'est pas du tout le cas, que c'était un vœu pieux. Est-ce que on va avoir comme ça des Jeux Olympiques émaillés de manifestations, de problèmes tout au long de ces prochains jours? Dans le discours normatif de la cérémonie d'ouverture, on annonce très officiellement, solennellement, que commence la trêve olympique. Mais de trêve, il n'y aura point pour le pouvoir brésilien. Vous avez une conjonction astrale bien plus rugueuse que celle du mondial foot 2014. Évidemment, cette imbroglio politique invraisemblable. Ce qui compte aussi, c'est les absents. Regardez, c'est la première fois que l'Amérique du Sud accueille les JO. Il n'y aura, à ma connaissance, sauf erreur ou omission, pas un seul chef d'État latino-américain. Par ailleurs, Dilma Rousseff elle-même, présidente ô combien combattue et controversée, entre parenthèses aujourd'hui, n'y sera pas. Lula, son prestigieux prédécesseur et virtuel successeur, sait-on jamais, n'y sera pas non plus. Et le président de transition que l'on vient d'évoquer à l'instant, Temer, est quelqu'un qui lui-même a un très lourd passif sur le registre de la corruption. J'ajoute, et je termine là-dessus, un climat social extrêmement tendu. Alors, au-delà des désagréments classiques de trafic, etc., un sentiment d'étrangeté chez beaucoup de Brésiliens. On a beaucoup célébré, et à juste titre, l'émergence d'une nouvelle classe moyenne qui a été sortie du dénuement et de l'indigence par les programmes sociaux de Lula, précisément. Mais je veux dire, on sent bien qu'il y a une telle défiance vis-à-vis d'une classe politique vérolée par la corruption que ce qui devait être une parenthèse enchantée, une grande fiesta, risque de ne pas répondre à ces critères habituels. Alors apparemment, les dirigeants effectivement de gauche, qui sont en grande majorité en Amérique latine, ne seront pas présents. Il y aura quand même le président argentin Mauricio Macri. On assiste finalement à des Jeux Olympiques qui sont instrumentalisés dans un contexte politique effectivement très délicat. On essaye d'instrumentaliser dans ce contexte-là. Je me doute que le pouvoir politique actuel, par intérim, y arrive. Le pays est extrêmement divisé. Cette résurgence de la montée d'une classe moyenne qui a été favorisée par la politique de redistribution de richesses de Lula, alors qu'il était président et du Parti des travailleurs. Rappelons que c'était donner un revenu minimum à des familles pour l'éducation des enfants, ce qui sortait les enfants de la pauvreté, les obligeait à s'éduquer et permettait aux familles en même temps d'avoir un revenu qui leur permettait de voir l'avenir autrement, donc investissement, achat, etc. Elle a dégénéré aussi parce qu'il n'y a pas eu de frein à la consommation et à l'endettement privé qui a énormément augmenté, environ jusqu'à 58% du PIB du Brésil. Donc une population qui a pris de plein fouet la chute de l'économie brésilienne. Un modèle économique qui ne pouvait pas marcher que dans des conditions de croissance continue. Parce que c'était un modèle économique basé sur l'agriculture, l'exportation de minerais et d'énergie fossile. Donc tout cela a eu un coup d'arrêt, mais dans une population qui n'est plus la population d'avant. Il y a eu une éducation, il y a eu un accès, une augmentation des classes moyennes avec des exigences, une capacité de réflexion, une éducation qui s'est fait, l'accession à l'université de beaucoup d'enfants. Et le cinéma brésilien, d'ailleurs, en donne parfois l'exemple. Ça veut dire que cette population-là ne va pas maintenant se contenter du cirque sans le pain. Les jeux, le pain... Voilà, on ne va pas... donc, on va avoir des problèmes. Et d'ailleurs, on a vu, 50% de la population ne croit pas à l'intérêt de ces jeux. Voilà, sont contre la réalisation de ces jeux qui ont dû, en plus, endettent le pays gravement, qui ont été aussi une occasion de corruption immense. D'ailleurs, tous les jours, les côtés anecdotiques, les robinetteries qui ne marchent pas, les Australiens ont été très
très dur sur l'état d'insalubrité du village olympique. Alors, parlons un petit peu de cet aspect économique, justement. Est-ce que le Brésil, qui a connu une immense récession, presque 4% en un an de perte de PIB, est-ce qu'aujourd'hui, ces jeux pourraient relancer éventuellement un petit peu la croissance, même si ils ne permettraient pas d'être à l'équilibre ? Quand on regarde l'histoire économique des grands rendez-vous sportifs de type Jeux olympiques, Coupe du monde de football, il est rarissime que ce soit générateur d'un surcroît de croissance durable et significatif. Parce que je dirais, la logique, elle est assez implacable. Il y a toujours ce sprint final frénétique et angoissé pour terminer les installations, pour terminer la peinture, la tuyauterie, etc., etc. Donc, ça veut dire surcoût massif. Puisqu'évidemment, on va aller chercher des sociétés qui se feront payer à prix d'or pour permettre que cela soit possible. Alors, il y aura de toute façon, au-delà de tout ce qu'on vient d'évoquer, un moment de magie qui est, je dirais, consubstantiel à l'aventure olympique, performance, etc., etc. Mais dans le moyen et le long terme, et encore une fois, ça c'est l'histoire contemporaine qui nous l'enseigne, il est hélas très peu probable qu'il y ait même partiellement une compensation de la récession que vous venez d'évoquer par l'élan olympique. Et même une compensation en termes d'image, ça va être compliqué parce qu'on parlait effectivement de ce village olympique qui est insalubre, mais il y a aussi les écologistes qui dénoncent la baie de Guanabara qui est littéralement polluée par notamment des matières fécales. Ça c'est quand même catastrophique. Est-ce qu'on a eu un jour des Jeux olympiques qui se sont déroulés sous d'aussi mauvais auspices ? Le slogan des Jeux de cette année, Anna corrigera mon accent épouvantable, c'est, je crois, mundo novo, un monde nouveau. Le monde nouveau ressemble terriblement à l'ancien, y compris en cette matière. Il y a eu très souvent des pataquès. Il y avait, voilà, quelques jours sur Arte, un documentaire absolument ébouriffant sur les dessous des JO d'hiver de Sotchi, qui était une absurdité. C'est la zone tropicale de l'ex-Union soviétique. Et tout était donc artificiel. Il y avait également les glissements de terrain, etc., etc. Bon. Donc, de toute façon, il y a toujours un défi à la rationalité quand on a ce genre d'aventure. Mais pour le reste, aussi complexe, aussi mal embarqué, je n'ai pas ça en mémoire. Mais je crois qu'en plus, dans le cas du Brésil, de Rio, on ne peut pas dire que ce soit une incompétence génétique de la part des Brésiliens, cette pataquès. Je pense qu'il y a un cas énorme de corruption dans ce pays, ce qui est tout le problème de la classe politique. N'oublions pas qu'environ 2/3 du Congrès, enfin du Parlement brésilien, est soit sous enquête pour corruption, soit déjà en accusation. C'est-à-dire, comme disait un comique anglais, ils sont seulement à 40% du taux des prisons, de criminalité des prisons. Donc, et vous savez ce qui se passe quand vous laissez traîner les contrats jusqu'à la fin pour après donner le coup de rein final pour y arriver. C'est parce que, justement, on a fait exprès. C'est même pas d'autres entreprises qui vont venir, ce sont les entreprises qui ont eu les contrats et elles le font avec la bénédiction d'une classe politique, en plus est corrompue, gangrénée par les congrégations évangélistes dans ce pays. On a vu lors de la destitution de la présidente Dilma au Congrès, on a vu les députés qui venaient dire « mais je prononce la destitution, je vote pour, au nom de Dieu et au nom de mon église, de machin », sont toutes là à attendre des contrats, des lois de la part de ce gouvernement par intérim, de ce président par intérim, pour pouvoir aller plus loin dans la politique et dans l'obtention de postes politiques. La référence divine, d'ailleurs, est assez opportune, parce qu'il n'est pas malheureux que ce soit le Christ rédempteur de Corcovado qui soit un peu l'emblème carioca par excellence. Et ces gens-là ont tellement à se faire pardonner que le Christ rédempteur aura beaucoup à faire. On va reparler, évidemment, de ces JO de Rio dans les prochains jours sur France 24, mais on va passer à notre deuxième sujet, vaste sujet qu'on va évoquer très très rapidement, les difficultés actuelles de Donald Trump. Alors, les caciques républicains le lâchent les uns après les autres, alors qu'il a été investi lors d'un congrès il y a moins d'un mois. Est-ce qu'on assiste là à un trou d'air pour Donald Trump qui peut être fatal? Est-ce que l'élection présidentielle américaine est jouée avant même d'avoir commencé? Soyons prudents. Ce qui fait notre effarement
et ce qui atterre l'élite politique américaine, y compris républicaine, peut contribuer à densifier encore la popularité de Donald Trump auprès de l'autre Amérique, celle qui exècre plus que tout ces élites de la côte Est, Hillary Clinton en étant l'incarnation emblématique insupportable. Mais il y a un seuil au-delà duquel son ticket n'est plus valable. C'est-à-dire que lorsque vous avez des caciques républicains qui pourtant s'étaient ralliés à lui avant, pendant ou après la Convention, parfois reculons, c'est vrai, qui mettent en évidence le fait que son discours, ces dérapages qui deviennent une façon d'être, cet homme n'a pas de surmoi et à mon sens, il n'a pas beaucoup de conviction non plus, sont tellement en contradiction avec le credo, avec le catéchisme de ce vieux parti, qu'il a quand même considérablement fragilisé sa posture. Et au-delà de ça, si on essaye de prendre un tout petit peu de hauteur, qu'un parti comme le Parti républicain ne soit pas capable de sécréter un autre candidat que celui-là, au terme de primaire, et le terme est ô combien bien choisi quand il s'agit de Donald Trump, primaire, c'est quand même inquiétant. Je termine par une toute petite anecdote. Pour la première fois depuis 128 ans, l'amicale républicaine de l'université de Harvard va se désolidariser du candidat républicain. Ça n'est jamais arrivé. Alors, on avait vu aussi le porte-parole de Ronald Reagan se désolidariser, ne pas soutenir le candidat Donald Trump, qui pourtant se plaçait dans la ligne directe de Ronald Reagan. On assiste à un candidat complètement atypique pour le Parti républicain, qui le gêne. Ce parti. Depuis le début, parce que c'est un candidat qui a mis l'extrême droite, toutes les franges des suprémacistes blancs, aux États-Unis, toute cette extrême droite qui est très liée aux milices aussi, très méfiante du pouvoir central, du pouvoir fédéral, et qui restait dans les marges, dans les franges, il l'a mis au centre, il l'a mis en mainstream à l'intérieur du Grand Old Party, du Parti républicain. Et c'est extrêmement problématique pour la suite des événements, qu'il perde ou qu'il gagne. S'il gagne, Dieu nous en préserve, comme pourraient dire certaines personnes. Mais s'il perd, la situation des États-Unis sera tout aussi problématique parce que cette frange-là va exister. Elle est aujourd'hui connotée avec la base électorale du candidat sans aucune diversité ethnique. Et donc, du candidat du Parti républicain, il y aura énormément à refaire pour ce parti. Et puis, Trump lui-même, il a placé les exigences, les revendications, la haine de cette population-là au centre de la vie politique américaine. Elle ne va pas partir. Même si Hillary Clinton est élue, elle va rester là. La xénophobie est devenue un élément du débat politique américain. On dit déjà que peut-être il est en train de comprendre qu'on ne va pas le laisser gagner. Donc, il a commencé avec ses manœuvres en disant que... il pourrait y avoir des fraudes, c'est ce qu'il a dit lors de l'élection présidentielle. On n'est même pas sûr si lui, il veut gagner maintenant. Parce qu'une fois arrivé là, on commence à comprendre que... On commence même à dire qu'on ne va peut-être pas faire les briefings qu'on fait habituellement avec les candidats, les deux. Ça, c'est la CIA qui dit qu'elle ne veut pas donner les secrets. Sur les secrets de politique internationale. Mais il n'en reste pas moins qu'on commence à penser que tout son but actuellement, c'est de créer un empire média s'il perd, créer un empire média qui va focaliser, qui va centraliser tout cet électorat qui est le sien actuellement. Donc ça, c'est un chaos terrible pour les États-Unis et pour nous. Est-ce que le Parti républicain pourrait envisager de revenir sur l'investiture de Donald Trump? Parce que ça a été une rumeur ces derniers jours. Très compliqué aujourd'hui de se désavouer à ce point. C'est quand même se tirer non pas une balle, mais une rafale dans le pied. En revanche, il y a déjà des explications de gravure extrêmement féroces au sein de l'appareil du parti sur comment avez-vous laissé advenir ce qui advient aujourd'hui. Mais à mon sens, il est même institutionnellement trop tard. Il faudrait, me semble-t-il, que lui-même se désiste, renonce, pour ouvrir la possibilité à l'émergence, dans la dernière ligne droite, d'une autre candidature. Et autre candidature qui serait évidemment, à mon sens, vouée à l'échec, parce que ce serait une sorte d'aveu d'impuissance et d'amateurisme dont on ne se relève pas, même aux États-Unis. On a vu que Melania Trump était devenue quelque part la cible favorite des scandales. Alors, des scandales plus ou moins légitimes, de son plagiat d'un discours de Michelle Obama en 2008, jusqu'au coup bas avec ses photos dénudées dans un magazine. Est-ce que c'est vraiment digne d'une éventuelle première dame? Aujourd'hui, cette polémique sur son visa de travail. Melania Trump, c'est le talon d'Achille de Donald Trump aujourd'hui?
C'est un paradoxe vivant. Elle est d'une certaine manière l'incarnation de la formidable capacité des États-Unis à accueillir des immigrants au nom de la méritocratie. Ce qui est complètement contradictoire avec le discours de Donald Trump. Et on est donc en rupture totale. Et j'y ajoute un autre élément parmi les scandales, c'est celui de la biographie romancée, enjolivée. Elle se prévaut, semble-t-il, non, c'est certain d'ailleurs, puisque ça apparaît dans sa biographie officielle, d'un diplôme d'une université slovène en architecture et en design, apparemment imaginaire. Donc, par rapport à la success story que les républicains, en particulier les Américains en général, aiment tant célébrer, on est là dans une fracture qui est non pas irréductible, rien ne l'est en politique, mais qui ne va pas arranger les affaires de son candidat d'époux. Et en même temps, on a l'impression que rien ne l'atteint. Comme on a pu voir en France à un moment donné avec quelqu'un comme Jean-Marie Le Pen, où rien, même les doutes sur l'acquisition de sa fortune, n'atteignait en rien la foi de son électorat. Alors la polémique Cannes sur du nom de ce soldat mort en Irak, quand même, l'a tout de même énormément atteint. On ne touche pas aux vétérans aux États-Unis. Donald Trump a comparé les sacrifices pour bâtir son empire industriel au sacrifice de la famille Khan qui a perdu un soldat. Ça, c'est quelque chose dont il ne se relèvera pas. Ceux qui devaient être choqués par ces déclarations et pas sa base. Je pense que ce qui a plus choqué sa base, qui l'a fait perdre un peu dans les sondages, si tant est que ces sondages reflètent une réalité, c'est que effectivement, c'est son appel à l'ennemi juré, à la Russie, pour abattre sa rivale. Ça, à mon avis, c'est le truc qui a dû faire vraiment grincer des dents dans les foyers américains et dans sa base. Mais le reste, rien ne semble atteindre. Petite nuance, c'est vrai que cette sorte d'appel au FSB est antinomique avec toutes les croyances et les certitudes des républicains et des Américains en général, mais quand même, le cas de ce Humayun Khan, donc ce capitaine de l'armée de terre américaine, qui meurt en se sacrifiant pour sauver ses hommes. On est là encore dans la célébration archétypale de l'héroïsme à l'Amérique. Je crois que même les électeurs du Middle West profond doivent être un tout petit peu troublés quand même. On va voir ça dans les prochains mois. On suivra avec vous cette campagne américaine. Reste avec nous sur France 24. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle tranche d'actualité.